Emma, partie 5. Chapitre 22. Le monde traite avec bienveillance ceux ou celles à qui la fortune paraît sourire, et une jeune fille sur le point de se marier se découvre généralement des amis. Le nom de mademoiselle Hawkins avait été prononcé pour la première fois à Highbury il y avait à peine une semaine, et déjà on lui avait octroyé, en apanage, les divers dons du corps et de l'esprit. On assurait qu'elle était belle, élégante, accomplie et très aimable. Aussi, M. Elton, venu pour jouir en personne de son triomphe et publier les mérites de sa fiancée, ne put-il ajouter grand-chose à un signalement aussi flatteur. Il communiqua le nom de baptême de la jeune personne et la liste des compositeurs qu'elle préférait. M. Elton avait quitté Highbury cruellement offensé. Il était d'autant plus déçu qu'il croyait ses espoirs fort légitimes et solidement étayés sur des encouragements positifs. Or, non seulement il n'obtenait pas la jeune fille qu'il convoitait, mais encore il se voyait rabaissé au niveau d'une alliance inférieure. Sa riposte ne se fit pas attendre. Parti après avoir subi l'affront d'être refusé, il revenait fiancé. Il se sentait satisfait de lui-même et des autres, enthousiaste, optimiste. Il nourrissait pour mademoiselle Woodhouse des sentiments de parfaite indifférence et n'éprouvait pour mademoiselle Smith qu'une méprisante commisération. La charmante Augusta Hawkins, outre ses avantages physiques, possédait une fortune d'environ 250 000 francs. La conquête de cette héritière avait été facile, et le récit circonstancié que M. Elton dut faire à Madame Cole des diverses phases de cette idylle tourna tout à son honneur. Depuis la rencontre accidentelle à un dîner chez Madame Green, jusqu'à la soirée chez M. Brown, sourires et rougeurs s'étaient succédé de plus en plus conscients. La jeune fille avait été si soudainement impressionnée, elle s'était montrée si bien disposée que la vanité et l'esprit pratique de M. Elton avaient été également comblés. Il avait conquis à la fois la proie et l'ombre, l'argent et l'amour. Aussi s'estimait-il parfaitement heureux. Il parlait surtout de lui-même et de ses propres affaires, s'attendait à être félicité et acceptait les compliments avec condescendance. Il distribuait maintenant, sans arrière-pensée, à tous et à toutes ses plus aimables sourires. Le mariage devait avoir lieu à brève échéance, les intéressés étant tous deux indépendants. Quand M. Elton repartit pour Bath, l'opinion générale décréta, et le silence diplomatique de M. Cole ne semblait pas y contredire, qu'il reviendrait marié. Pendant le court séjour de M. Elton à Highbury, Emma l'avait rencontré une seule fois. Ce fut assez pour acquérir la certitude que les derniers événements ne l'avaient pas amélioré. Il avait pris un air gourmet et prétentieux, et Emma s'étonna d'avoir pu à aucun moment le trouver agréable. À dire vrai, la personne de M. Elton lui suggérait les plus pénibles souvenirs, et elle eût été heureuse, excepté au point de vue moral, en manière de pénitence, comme un perpétuel rappel à l'humilité, de ne plus le voir jamais. Elle souhaitait le bonheur du jeune ménage, mais ce bonheur transporté à une vingtaine de lieues lui eût procuré une satisfaction sans mélange. Toutefois, elle se rendait compte que l'inconvénient de la permanence de M. Elton à Highbury se trouverait grandement atténué par le fait de son mariage. L'existence d'une Madame Elton fournirait une excellente excuse pour mettre un terme à l'intimité antérieure et inaugurer des rapports de cérémonie. De la jeune femme individuellement, Emma s'occupait fort peu. Elle était sans doute à la mesure de M. Elton, suffisamment cultivée pour Highbury, juste assez jolie pour paraître laide à côté d'Henriette. Malgré son dédain pour cette dernière, M. Elton n'avait pas trouvé beaucoup mieux. Au point de vue de la famille, les 250 000 francs mis à part, mademoiselle Hawkins, en effet, n'était guère au-dessus de mademoiselle Smith. Elle n'apportait ni nom ni ancêtre. C'était la fille cadette d'un marchand de Bristol. Elle avait eu l'habitude de passer ses hivers à Bath, mais Bristol était son véritable domicile. Depuis la mort de ses parents, elle vivait avec un oncle qui occupait une situation modeste chez un avocat de la ville. Tout le lustre de la famille semblait provenir de la sœur aînée. Celle-ci se trouvait avoir épousé un homme assez bien placé socialement et fort riche. Les divers récits concernant la fiancée se terminaient invariablement par une allusion à cette alliance, dont la gloire rejaillissait sur mademoiselle Hawkins.
Emma aurait bien voulu faire partager à Henriette son sentiment sur la véritable nature de M. Elton, mais si elle n'avait pas eu de peine à persuader son amie de devenir amoureuse, elle en éprouvait beaucoup à lui faire renier cet amour. À moins de fournir un nouvel aliment à l'imagination d'Henriette, elle n'espérait pas faire oublier M. Elton. Ce dernier serait certainement remplacé. Même un Robert Martin eût suffi à effacer les traces de ce premier déboire, mais Emma avait conscience qu'aucun autre traitement n'amènerait la guérison. Il était dans la destinée d'Henriette d'être éternellement amoureuse. Depuis le retour de M. Elton, le chagrin de la pauvre fille s'était sensiblement accru. En effet, si Emma n'avait guère l'occasion de rencontrer ce dernier, Henriette, au contraire, l'apercevait généralement 2 ou 3 fois par jour. De plus, elle entendait sans cesse parler de lui. Elle vivait au milieu de gens qui voyaient en M. Elton le prototype de la perfection. Il était le sujet de toutes les conversations, et on agitait sans cesse les divers problèmes du présent et de l'avenir, revenus, installation, mobilier, domesticité, etc. L'attachement d'Henriette était perpétuellement nourri par les éloges qu'elle entendait, et ses regrets avivés par la constatation répétée du bonheur de mademoiselle Hawkins. Elle était appelée à prendre part à l'interprétation des divers symptômes qui témoignaient combien M. Elton était épris. Sa démarche, la manière dont il portait son chapeau et le changement de sa mine. Dans d'autres circonstances, Emma se fut amusée à constater les variations de l'esprit d'Henriette et ses perpétuelles hésitations. Tantôt c'était le souvenir de M. Elton qui prédominait, tantôt celui des Martin. Les fiançailles de M. Elton avaient calmé l'agitation occasionnée par la rencontre avec les Martin. Le chagrin causé par la nouvelle des fiançailles était passé au second plan à la suite d'une visite faite par Elizabeth Martin chez madame Godard peu de jours après. Henriette n'était pas là, mais une lettre avait été laissée pour elle, écrite dans un style propre à la toucher. Quelques reproches mélangés à beaucoup d'affection et de bonté. Pendant le séjour de M. Elton à Highbury, les Martin avaient de nouveau été oubliés. Emma jugea opportun, le jour du départ pour Bath, de proposer à Henriette de rendre la visite à Elizabeth Martin. Emma avait réfléchi longtemps sur la meilleure manière de répondre aux avances de mademoiselle Martin. D'une part, il ne fallait pas faire un affront à la mère et aux sœurs, en ne tenant aucun compte de l'invitation reçue. D'autre part, il convenait d'éviter à tout prix le danger d'une nouvelle rencontre avec le jeune homme. Finalement, elle prit le parti de conduire elle-même Henriette en voiture jusqu'à Abbey Mill. Elle l'y déposerait et repasserait ensuite la chercher assez tôt pour ne pas laisser le temps au sujet dangereux d'être abordé. Ce serait l'indication bien nette du degré d'intimité qui restait possible dorénavant. Elle ne put trouver une combinaison meilleure, et tout en reconnaissant qu'il s'y mêlait une certaine dose d'ingratitude, elle l'adopta afin de sauvegarder l'avoir de son amie. Chapitre 23. Il avait été convenu qu'Emma viendrait prendre son amie chez madame Godard. Ce matin-là, Henriette ne se sentait guère en train. 1 heure auparavant, sa mauvaise étoile l'avait conduite à l'endroit précis où, au même moment, une malle portant la suscription « Le révérend Philippe Elton, au Grand Cerf, Bath », était hissée dans la voiture du boucher chargé de la transporter jusqu'à la diligence. Tout dans sa pensée se confondait. Le souvenir de la malle et de l'adresse surnageait seul. Cependant, lorsqu'elle descendit de voiture en face de la grande allée, bordée de pommiers, en espalier aboutissant à la porte d'entrée, la vue de tout ce qui lui avait procuré tant de plaisir l'automne précédent lui causa une douce émotion. Emma continua sa route, ayant décidé de profiter de l'occasion pour aller voir une vieille domestique mariée et retirée à Donwell. Un quart d'heure après, la voiture s'arrêtait de nouveau devant la grille blanche. Au bout de 2 minutes, Henriette apparaissait sur le perron, accompagnée par une des demoiselles Martin qui prenait congé d'elle avec une politesse cérémonieuse. Henriette, en prenant place à côté d'Emma, était trop émotionnée pour pouvoir donner un compte-rendu satisfaisant de la visite. Mais peu à peu, elle retrouva ses esprits et put faire part de ses impressions à sa compagne. « Je n'ai vu que madame Martin et les jeunes filles, et j'ai été reçue plutôt froidement. La conversation a d'abord roulé sur des lieux communs. Tout à fait sur la fin, pourtant, le ton est devenu soudain plus cordial à la suite d'une remarque de madame Martin sur ma taille.
Dans cette même chambre, nous avions été mesurés il y a 1 an. Les marques au crayon et les dates étaient encore visibles sur le chambranle de la porte-fenêtre. C'était M. Martin qui avait fait les inscriptions. Elles semblaient toutes 3 se rappeler le jour, l'heure, l'occasion, et être prêtes à revenir au même sentiment de bon accord. Elles commençaient précisément à retrouver leurs anciennes manières, lorsque la voiture réapparut et tout fut fini. Emma ne pouvait se dissimuler combien les dames Martin avaient dû être offensées. 14 minutes à consacrer à celle avec qui, 6 mois auparavant, Henriette avait été heureuse de passer 6 semaines. Elle regrettait sincèrement que les Martin n'occupassent pas un rang social plus élevé, mais au degré où ils se trouvaient placés, aucune concession n'était possible. Emma éprouva le besoin d'une diversion et résolut de s'arrêter à Randalls, mais il n'y avait personne à la maison. Le domestique supposait que ses maîtres avaient dû aller à Hartfield. « C'est trop fort, » dit Emma quand la voiture se fut remise en marche. « Et maintenant, nous allons juste les manquer. » Elle s'enfonça dans le coin pour laisser à son désappointement le temps de s'évaporer. Peu après, la voiture s'arrêta. Emma se pencha à la portière et aperçut M. et Mme Weston qui s'approchaient pour lui parler. Elle éprouva un vrai plaisir à leur aspect et se sentit toute réconfortée en entendant la voix de M. Weston. « Comment allez-vous » ? « Nous venons de faire une visite à votre père. Nous avons été contents de le trouver bien. Frank arrive demain. J'ai eu une lettre ce matin. Il est aujourd'hui à Oxford et il se propose de passer une quinzaine de jours avec nous. Je m'attendais du reste à cette visite qui nous dédommagera amplement de notre désappointement du mois de décembre. Maintenant, le temps est tout à fait propice. Nous allons pouvoir jouir de sa présence. Les événements ont pris exactement la tournure que je désirais. » Il n'y avait pas moyen de n'être pas gagné par la bonne humeur de M. Weston. De son côté, avec moins de paroles et d'enthousiasme, Mme Weston confirma la bonne nouvelle, et Emma prit une part sincère à leur contentement. M. Weston fit le récit détaillé de toutes les circonstances qui permettaient à son fils d'être assuré d'une quinzaine d'entière liberté. Emma l'écouta, sourit et félicita. « Je ne tarderai pas à l'amener à Hartfield, » dit M. Weston en manière de conclusion. Emma s'imagina que Mme Weston touchait à ce moment le bras de son mari. « Nous ferons bien de continuer notre route, » dit Mme Weston. « Nous retenons ces jeunes filles. »« Eh bien, je suis prêt, » répondit-il. Et, se retournant vers Emma, il ajouta. « Mais il ne faut pas vous attendre à voir un très joli garçon. Ne vous fiez pas à ma description. Il n'a probablement rien d'extraordinaire. » Pendant qu'il parlait, ses yeux brillants indiquaient, du reste, une toute autre conviction. Emma prit un air de parfaite innocence et de complet désintéressement pour donner une réponse évasive. « Pensez à moi demain, ma chère Emma, vers 4 heures, » dit d'une voix qui tremblait un peu Mme Weston en quittant son amie. « 4 heures ? Il sera là avant 3 heures, croyez-moi, » rectifia vivement M. Weston en s'éloignant avec sa femme. Emma eut l'agréable impression de renaître à la vie. Le passé de découragement s'effaçait pour faire place à de nouvelles espérances. Tout revêtait un aspect différent. James et les chevaux lui semblaient avoir perdu l'air endormi. Quand elle regardait les haies, elle s'attendait à voir les sureaux en fleurs. Sa compagne elle-même paraissait avoir surmonté son chagrin et lui souriait tendrement. Au bout de quelques minutes, Henriette demanda « Monsieur Frank Churchill traversera-t-il Bath après Oxford ?» Cette question était d'assez mauvais augure, mais bien entendu, Emma ne s'attendait pas à voir Henriette retrouver immédiatement le calme. D'autre part, il n'eût pas été raisonnable d'exiger, dès à présent, une connaissance parfaite de la géographie. Il fallait s'en remettre au temps et à l'expérience des voyages. Le lendemain, Emma n'oublia pas sa promesse, et dès le matin sa pensée était occupée de l'entrevue qui attendait Mme Weston. « Ma chère amie, » se disait-elle en descendant l'escalier au moment de sortir après le déjeuner, « je vous vois d'ici, allant et venant dans la chambre de votre hôte, afin qu'il ne manque rien. Il est midi. Demain, à cette heure-ci, ils viendront probablement faire leur visite. » Elle ouvrit la porte du salon et vit 2 messieurs assis avec son père, M. Weston et son fils.
Il venait seulement d'arriver, et M. Weston finissait à peine d'expliquer que Frank était arrivé un jour à l'avance. M. Woodhouse en était encore aux politesses de l'accueil et aux félicitations. Frank Churchill, dont on avait tant parlé, se tenait enfin en personne devant les yeux d'Emma. C'était un très joli homme. Taille, air, tenue, tout était irréprochable. Il avait beaucoup de l'animation et de la vivacité de son père et paraissait intelligent. Elle se sentit immédiatement portée à avoir de la sympathie pour lui, et de son côté, il témoignait clairement, par l'aisance et la cordialité de ses manières, de son désir de faire plus ample connaissance. « Je vous avais bien assuré hier, dit M. Weston en exultant, je vous avais bien assuré qu'il arriverait avant l'heure fixée. On ne peut pas résister au plaisir de surprendre ses amis, et celui qu'on procure compense largement les petits ennuis et la fatigue auxquels on s'est exposé. »« Sans doute, répondit Frank Churchill. Pourtant, je ne prendrai pas la liberté d'agir de la sorte avec tout le monde. Mais en rentrant à la maison, je me suis cru tout permis. » Quand il prononça les mots « à la maison », son père le regarda avec plus de complaisance encore. M. Frank Churchill se déclara ensuite enchanté de Randalls. Il trouvait la maison parfaitement aménagée. C'est à peine s'il voulait admettre qu'elle était petite. Il admirait le site, la route qui conduit à Highbury, la petite ville elle-même et surtout Hartfield. Il assurait avoir toujours éprouvé un intérêt spécial pour son pays natal et un grand désir de le visiter. Emma ne put s'empêcher de s'étonner intérieurement qu'il n'ait pas satisfait depuis longtemps une aussi légitime aspiration. De toute façon, ses manières ne dénotaient aucune affectation et son contentement paraissait sincère. Leurs sujets de conversation furent ceux qui conviennent à une première rencontre. Il posa des questions. Montait-elle à cheval? Le voisinage était-il nombreux? Il avait aperçu plusieurs jolies maisons en traversant Highbury. Donnait-on des bals? Faisait-on de la musique? Quand Emma lui renseignait sur ces divers points, il chercha une occasion pour amener la conversation sur sa belle-mère. Il parla d'elle avec admiration et manifesta toute sa reconnaissance pour le bonheur qu'elle procurait à son père. « Pour ma part, ajouta-t-il, je m'attendais à voir une femme aimable et comme il faut. Je ne savais trouver en Madame Weston une jeune et jolie femme. »« Vous ne sauriez, à mon avis, discerner trop de perfection chez Madame Weston, » répondit Emma. « Si vous lui donniez 18 ans, je vous écouterais avec plaisir, mais elle serait certainement mécontente de vous entendre parler de la sorte. Ne lui laissez pas deviner qu'elle vous est apparue sous la figure d'une jeune et jolie femme. »« Non, vous pouvez être tranquille, » reprit-il en s'inclinant galamment. « Lorsque je m'adresserai à Madame Weston, je sais de quelle personne il me sera permis de faire l'éloge sans crainte d'être taxé d'exagération. » Tout en causant, Emma observait M. Weston. Celui-ci ne cessait de jeter à la dérobée sur leur groupe des regards où perçaient sa satisfaction et son plaisir, et lors même qu'il s'efforçait de ne pas regarder, il prêtait l'oreille à leurs propos. Quant à M. Woodhouse, il n'avait pas le moindre soupçon du complot tramé contre son repos. Il désapprouvait chaque mariage annoncé, mais ne ressentait jamais aucune appréhension d'un mariage possible. Avant d'avoir la preuve de leur complicité, il n'aurait jamais voulu faire à deux personnes l'injure de leur prêter des intentions matrimoniales. Il pouvait donc, sans aucune arrière-pensée, s'abandonner à ses sentiments de bonté et de politesse et s'inquiéter des difficultés de tout genre auxquelles, selon lui, M. Frank Churchill avait dû être exposé pendant un si long voyage. Après un temps normal, M. Weston se prépara à partir. « Je suis forcé de vous dire adieu, dit-il. Je dois m'arrêter à l'hôtel de la Couronne à propos de mon foin, et je suis chargé d'un grand nombre de commissions pour Ford. Mais je ne veux presser personne. » Son fils, trop bien élevé pour ne pas saisir l'allusion, se leva aussitôt en disant « Puisque vous avez à vous occuper d'affaires, monsieur, je profiterai de l'occasion pour faire une visite. J'ai l'honneur de connaître une de vos voisines, ajouta-t-il en se tournant vers Emma. Une jeune fille du nom de Fairfax qui habite Highbury. Je n'aurai pas de difficulté, je pense, à trouver la maison. Mais peut-être sera-t-il plus prudent, en demandant mon chemin, de m'informer des Barnes ou Bates. Connaissez-vous cette famille ? » « Si nous la connaissons, » reprit son père. « Nous avons passé devant la maison de Madame Bates pour venir ici. J'ai vu mademoiselle Bates à sa fenêtre. »
Vous avez, si je ne me trompe, rencontré mademoiselle Fairfax à Weymouth. C'est une bien jolie personne. Il n'est pas indispensable que j'aille présenter mes hommages aujourd'hui même, répondit le jeune homme, mais nous étions dans des termes tels. N'hésitez pas. Il convient, Frank, de vous montrer ici particulièrement attentif vis-à-vis de cette jeune fille. Vous l'avez connue chez les Campbell, où elle se trouvait sur un pied d'égalité avec leurs amis, mais à Highbury, elle habite avec sa vieille grand-mère, qui possède à peine de quoi vivre. Si vous n'alliez la voir dès votre arrivée, on pourrait interpréter votre abstention comme un manque d'égard. Le jeune homme s'inclina et parut convaincu. « J'ai entendu mademoiselle Fairfax, dit Emma, faire allusion à votre rencontre. C'est une personne fort élégante, n'est-il pas vrai ?» Il acquiesça avec un oui indifférent. « Si vous n'avez jamais été particulièrement frappé par la distinction de ses manières, reprit-elle, vous le serez, je crois, aujourd'hui. Vous la verrez à son avantage, et vous pourrez causer avec elle. Non, je me trompe, vous ne pourrez sans doute pas ouvrir la bouche, car elle a une tante qui parle sans discontinuer. » « Vous allez rendre visite à mademoiselle Fairfax, monsieur ?» intervint inopinément monsieur Woodhouse. « C'est une jeune fille accomplie. Elle habite en ce moment chez sa grand-mère et sa tante. D'excellentes personnes que j'ai connues toute ma vie. Elles seront, je suis sûre, très heureuses de vous accueillir. Un de mes domestiques vous accompagnera pour vous montrer le chemin. »« Mon cher monsieur, je ne saurais accepter à aucun prix. Mon père me donnera toutes les indications voulues. »« Mais votre père ne va pas jusque-là. Il doit s'arrêter à l'hôtel de la Couronne, tout à fait à l'autre extrémité de la rue, et il y a beaucoup de maisons. Vous pourriez être très embarrassé. La route est mauvaise dès qu'on quitte le trottoir, mais mon cocher vous indiquera l'endroit précis où vous pourrez traverser le plus commodément. » M. Frank Churchill persista à refuser, en s'efforçant de garder son sérieux. Son père lui donna son appui en disant « Mon bon ami, c'est tout à fait inutile. Frank reconnaît une flaque d'eau à première vue, et de l'hôtel, il n'y a qu'un saut à faire pour arriver chez Madame Bates. » Finalement, M. Woodhouse céda à regret, et, avec une parfaite cordialité, le père et le fils prirent congé. Pour sa part, Emma fut très satisfaite de cette première entrevue, et elle ne doutait pas que son amie de Randalls n'eût retrouvé maintenant toute sa liberté d'esprit. Chapitre 24. Le lendemain matin, M. Frank Churchill fit une nouvelle apparition à Hartfield. Cette fois, il accompagnait sa belle-mère. Emma ne les attendait pas, car M. Weston, venu quelques instants auparavant pour recueillir des compliments sur son fils, n'était pas au courant des plans de sa famille. Ce fut une agréable surprise pour elle de les apercevoir qui marchaient vers la maison en se donnant le bras. Elle désirait l'observer, en compagnie de madame Weston, car de la conduite du jeune homme vis-à-vis de celle-ci dépendait l'opinion qu'elle aurait de lui. S'il n'était pas parfait de ce côté, aucune qualité ne pourrait compenser ce manquement. Dès qu'elle les vit venir ensemble, elle fut complètement rassurée. La manière de Frank Churchill à l'égard de sa belle-mère était particulièrement appropriée. Il montrait clairement son désir de la considérer comme une amie et de gagner son affection. Emma alla à leur rencontre et ils firent ensemble le tour du parc et se dirigèrent ensuite vers Highbury. Frank Churchill se montra enchanté de tout et ne dissimula pas son intérêt pour tout ce qui touchait de près ou de loin à Highbury. Quelques-uns des objets de sa curiosité indiquaient d'excellents sentiments. Il voulut connaître la maison où son père et son grand-père avaient résidé. Il s'informa d'une vieille femme qu'il avait soignée dans son enfance et manifesta l'intention de l'aller voir. La cause du jeune homme fut vite gagnée auprès de ses compagnes, et la bonne impression d'Emma se trouva confirmée de point en point. Leur premier arrêt fut à l'hôtel de la Couronne, le principal du pays, où il y avait une paire de postiers pour le service des relais. Frank Churchill observa qu'une partie de bâtiment semblait avoir été ajoutée après coup, et madame Weston lui fit l'historique de cette annexe construite une vingtaine d'années auparavant. C'était une salle de bal, mais depuis longtemps, il n'était plus question de fête, et le local était utilisé certains jours de la semaine par le club de whist de Highbury. L'intérêt de Frank Churchill fut immédiatement éveillé, et il s'arrêta assez longtemps devant une grande fenêtre à coulisses pour regarder à l'intérieur de la pièce.
Il exprima son regret que l'affectation de la salle fût tombée en désuétude. Il n'y voyait pas de défaut. Non, elle était assez longue, assez large et suffisamment élégante. On devrait y danser au moins tous les 15 jours pendant l'hiver. Pourquoi mademoiselle Woodhouse ne faisait-elle pas renaître l'ancienne coutume, elle qui était toute puissante à Highbury? On eut beau lui dire qu'il n'y avait pas dans le pays de famille susceptible de fournir un contingent suffisant de danseurs, il ne se laissa pas persuader. Même quand les détails lui furent donnés, il ne voulut pas admettre les inconvénients du mélange des différents milieux sociaux. Dès le lendemain matin, assurait-il, chacun reprendrait sa place. Emma fut assez surprise de constater que les tendances des Weston prévalaient aussi complètement sur les habitudes des Churchill. Le jeune homme paraissait avoir toute l'animation, les sentiments enjoués et les goûts mondains de son père, sans rien de l'orgueil et de la réserve d'Enscombe. Finalement, ils continuèrent leur route et, en passant devant la maison des Bates, Emma se rappela la visite qu'il avait projetée la veille et lui demanda s'il l'avait faite. « Oui, oui, reprit-il, j'allais justement y faire allusion. J'ai vu les 3 dames, et je vous suis reconnaissant de l'avertissement préalable que vous m'avez donné. Si j'avais été pris absolument au dépourvu par le bavardage de la tante, je ne sais ce qui serait advenu de moi. Je fus simplement amené à faire une visite d'une longueur excessive. 10 minutes suffisaient. Je comptais être rentré avant mon père, mais celui-ci finit, après m'avoir attendu longtemps, par venir me chercher. J'étais là depuis 3/4 d'heure. L'excellente demoiselle ne m'avait pas donné la possibilité de m'échapper. « Et quelle mine avez-vous trouvée à mademoiselle Fairfax ?»« Mauvaise, très mauvaise. Du reste, mademoiselle Fairfax est naturellement si pâle qu'elle donne toujours un peu l'idée de ne pas avoir une santé parfaite. » Certainement, le teint de mademoiselle Fairfax n'est pas éblouissant, mais en temps ordinaire, il n'y a pas apparence de maladie. À mon avis, l'extrême délicatesse de l'épiderme donne un charme particulier au visage. J'ai entendu bien des personnes parler ainsi, mais pour ma part, rien ne peut remplacer l'éclat de la santé. Si les traits sont ordinaires, un beau teint prête de l'agrément à l'ensemble. Si, au contraire, ils sont réguliers, l'effet s'en trouve considérablement rehaussé. Il est du reste tout à fait superflu que je m'applique à décrire le charme d'un visage parfaitement harmonieux. « Il est inutile, interrompit Emma en souriant, de discuter sur les goûts. Enfin, à part le teint, vous l'admirez ?» Il se mit à rire et répondit. « Je ne puis séparer mademoiselle Fairfax de son teint. »« La voyez-vous souvent à Weymouth ?» À ce moment, on approchait de chez Ford, et il dit avec vivacité. « Ah, voici le magasin dont mon père m'a parlé, et où, paraît-il, on vient journellement. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrions entrer. Je voudrais faire acte de citoyen d'Highbury en achetant quelque objet chez Ford. Il vend probablement des gants. »« Oh oui, des gants et tout le reste. J'admire votre patriotisme. Vous étiez déjà très populaire comme le fils de M. Weston. Mais si vous dépensez une demi-guinée chez Ford, votre mérite personnel ne fera de doute pour personne. » Ils entrèrent. Les élégantes liasses de gants, York Tan, furent rapidement descendues et défaites sur le comptoir. Tout en faisant son choix, Frank Churchill reprit. « Mais je vous demande pardon, mademoiselle Woodhouse, de vous avoir interrompue. Soyez assez bonne pour répéter ce que vous disiez au moment de ma manifestation d'amor patriae. Je demandais, simplement, si vous aviez des rapports fréquents avec mademoiselle Fairfax à Weymouth. Votre question, je l'avoue, m'embarrasse un peu. L'appréciation du degré d'intimité est le privilège de la femme. Je ne voudrais pas me compromettre en prétendant à plus qu'il ne plaît à mademoiselle Fairfax d'accorder. Sur ma parole, mademoiselle Fairfax elle-même ne répondrait pas avec plus de discrétion. Mais tranquillisez-vous, elle est si réservée, si peu disposée à donner la moindre information, que vous avez toute liberté d'interpréter à votre guise la nature de vos relations. Vous croyez ? Alors je dirai la vérité. C'est ce que je préfère. Je la voyais souvent à Weymouth. J'avais connu les Campbell à Londres, et nous faisions partie à peu près de la même coterie. Le colonel Campbell est un homme charmant, et madame Campbell une aimable femme, pleine de cœur. Je les aime tous. Vous êtes au courant, je suppose, de la situation de mademoiselle Fairfax. Vous n'ignorez pas la destinée qui l'attend.
Je crois, répondit-il avec un peu d'hésitation, savoir en effet. Vous abordez un sujet délicat, Emma, dit madame Weston en souriant. Vous oubliez ma présence. Monsieur Frank Churchill ne sait plus quoi dire quand vous parlez de la position sociale de mademoiselle Fairfax. Je vais m'éloigner un peu. Je me souviens seulement, reprit Emma, en se tournant vers Frank Churchill, que madame Weston a toujours été ma meilleure amie. Il parut apprécier et honorer un tel sentiment. Les gants achetés, ils quittèrent le magasin et Frank Churchill demanda « Avez-vous jamais entendu mademoiselle Fairfax jouer du piano ?»« Je l'ai entendue chaque année de ma vie depuis nos débuts à toutes deux. C'est une musicienne remarquable. »« Je suis content d'avoir une opinion autorisée. Elle me paraît jouer avec beaucoup de goût, mais, tout en étant moi-même très amateur de musique, je ne me sens pas le droit de porter un jugement sur un exécutant. J'ai souvent entendu louer son style, et je me rappelle avoir remarqué qu'un homme très compétent, amoureux d'une autre femme, fiancé même, ne demandait jamais à celle-ci de s'asseoir au piano si la jeune fille dont nous parlons était présente. Cette préférence me paraît être concluante. « On ne peut plus, » dit Emma, très amusée. « Alors, M. Dixon est très musicien ? Nous allons en savoir plus long sur leur compte après une demi-heure de conversation avec vous, que nous en eussions appris au bout d'une année à l'aide des révélations de mademoiselle Fairfax. » Vous l'avez deviné, c'est bien à M. Dixon et à mademoiselle Campbell que je faisais allusion. À la place de mademoiselle Campbell, je n'aurais pas été flattée de voir mon fiancé témoigner d'un goût plus prononcé pour la musique que pour ma personne. Cette hypertrophie du sens de l'ouïe au détriment de celui de la vue ne m'eût pas agréée. Comment mademoiselle Campbell paraissait-elle accepter cette option ? Il s'agissait, vous le savez, de son amie intime. Triste consolation, dit Emma en riant. On aimerait mieux voir préférer une étrangère. On pourrait espérer alors que le cas ne se représenterait pas. Mais quelle misère d'avoir une amie toujours à portée pour faire tout mieux que soi. Pauvre madame Dixon. Eh bien vraiment, je suis contente qu'elle soit allée s'établir en Irlande. Sans doute, ce n'était pas flatteur pour mademoiselle Campbell, mais elle ne semblait pas en souffrir. Tant mieux pour elle, ou tant pis. Il est difficile de discerner le mobile de cette résignation. Douceur de caractère ou manque d'intelligence, vivacité d'amitié ou apathie. De toute façon, mademoiselle Fairfax devait se sentir extrêmement gênée. Je ne puis pas dire si... Oh, ne croyez pas que j'attende de vous une analyse des sensations de mademoiselle Fairfax. Elle ne fait de confidence à personne, mais le fait d'accepter de se mettre au piano, toutes les fois que M. Dixon le lui demandait, prête à des interprétations objectives. Il paraissait y avoir entre eux une si parfaite entente, reprit-il avec vivacité. Puis, se ravisant, il ajouta « Naturellement, il m'est impossible d'apprécier dans quels termes ils étaient réellement, ni ce qui se passait dans les coulisses. Extérieurement, tout était à l'union. Mais vous, mademoiselle Woodhouse, qui connaissez mademoiselle Fairfax depuis son enfance, vous êtes à même de connaître la façon dont elle se comporterait dans une situation difficile. Nous avons grandi ensemble, en effet, et il eût été naturel que des relations d'intimité se fussent établies entre nous. Il n'en fut jamais ainsi. Je ne sais trop pourquoi, sans doute un peu par ma faute. Je me sentais mal disposée pour une jeune fille qui était de la part de sa famille et de son entourage l'objet d'une véritable idolâtrie. En second lieu, l'extrême réserve de mademoiselle Fairfax m'a toujours empêché de m'attacher à elle. Rien de moins attirant, en effet. On ne peut aimer une personne réservée. Non, jusqu'au moment où cette réserve se dissipe vis-à-vis de soi, et alors c'est un attrait de plus. Mais il me faudrait être tout à fait sevré d'affection pour prendre la peine de conquérir de vive force une âme si bien défendue. Il n'est plus question d'intimité entre moi et mademoiselle Fairfax. Je n'ai aucune raison d'avoir mauvaise opinion d'elle. Toutefois, une si perpétuelle prudence en parole et en acte, une crainte si excessive de donner un renseignement ne sont pas naturelles. On ne se tient pas à ce point sur ses gardes, sans raison. Ils demeurèrent d'accord sur ce sujet comme sur les autres. Frank Churchill ne répondait pas exactement à l'idée qu'Emma se faisait de lui. Il s'était révélé moins homme du monde d'un certain côté, moins enfant gâté de la fortune qu'elle n'avait anticipé.
Elle fut particulièrement frappée du jugement qu'il porta sur la maison de M. Elton, dont on lui avait fait remarquer l'apparence modeste et le maigre confort. « À mon avis, avait-il dit, l'homme appelé à y vivre avec la femme de son choix est un heureux mortel. La maison me paraît suffisamment grande pour tous les besoins raisonnables. Il faut être un sot pour ne pas s'en contenter. » Madame Weston se mit à rire et répondit « Vous êtes habitué vous-même à un grand train de vie et à une maison spacieuse. Vous avez joui inconsciemment de tous les avantages y afférents, et vous n'êtes pas à même de connaître les inconvénients d'une petite habitation. » Nonobstant, Emma fut satisfaite de cette profession de foi. Sans doute, il ne se rendait pas exactement compte de l'influence que peuvent avoir sur la paix domestique l'absence d'une chambre pour la femme de charge et l'exiguïté de l'office du maître d'hôtel. Mais ce n'était pas moins une bonne note d'avoir conservé au milieu du faste d'Enscombe des goûts simples et un cœur chaud. Chapitre 25. L'opinion d'Emma sur Frank Churchill se trouva quelque peu modifiée le lendemain. Monsieur et madame Weston vinrent faire une visite à Hartfield et elle apprit d'eux que le jeune homme était allé à Londres pour se faire couper les cheveux. Il avait été pris d'une frénésie soudaine pendant le déjeuner et, ayant commandé une voiture, s'était mis en route avec l'intention de rentrer à l'heure du dîner. Sans doute cette expédition était en soi assez inoffensive, mais il s'y mêlait une préoccupation ridicule et enfantine qu'Emma ne pouvait approuver. Cette manière d'agir contrastait singulièrement avec la raison que Frank Churchill mettait dans ses discours, la modération qu'il affectait dans ses goûts et aussi les sentiments désintéressés qu'il professait. La vanité, l'extravagance, l'amour du changement, l'indifférence pour l'opinion des autres, telles étaient les caractéristiques qu'Emma discernait maintenant en lui. M. Weston, tout en traitant son fils de sot, trouvait, en somme, cette équipée assez amusante. Madame Weston, au contraire, ne l'approuvait nullement. Elle passa très légèrement sur le fait et se contenta de dire que les jeunes gens ont tous des lubies. Mais, ce point mis à part, elle fit l'éloge de son beau-fils dans les termes les plus propres à corriger la mauvaise impression de l'instant présent. Il se montre plein d'attention et fait preuve d'un aimable caractère. Je ne puis rien trouver à redire aux idées du jeune homme, lesquelles, sur beaucoup de points, méritent même une complète approbation. Il semble avoir une véritable affection pour son oncle qui serait, dit-il, le meilleur des hommes, s'il ne se laissait pas influencer. Il reconnaît la bonté dont sa tante fait preuve à son égard et parle d'elle avec respect. M. Weston, à son tour, s'efforça de faire apparaître son fils sous un meilleur jour. « Frank vous trouve très belle, dit-il, et vous admire à tous les points de vue. » Tout l'ensemble était plein de promesses et, sans cette malheureuse fantaisie de la coupe de cheveux, Emma aurait jugé Frank Churchill tout à fait digne de l'honneur que son imagination lui faisait en le supposant amoureux d'elle, ou du moins sur le point de le devenir. Sa propre indifférence, car elle persistait à ne pas vouloir se marier, était sans doute le principal obstacle aux projets matrimoniaux de ses amis de Randalls. Peu après l'arrivée de M. et de Mme Weston, on apporta une lettre à Emma. C'était une invitation à dîner de la part de M. et de Mme Cole. Ces derniers étaient établis à Highbury depuis plusieurs années et ils étaient à la tête d'une importante maison de commerce. Tout le monde s'accordait à les considérer comme d'excellentes gens, obligeants, généreux et sans prétention. Au début, ils avaient vécu sur le pied d'une large aisance, limitant leur hospitalité à quelques amis. Leurs affaires ayant prospéré et leurs moyens s'étant considérablement accrus, ils éprouvèrent bientôt le besoin d'être logés plus grandement et d'étendre leurs relations. Ils ajoutèrent une aile à leur maison, augmentèrent le nombre de leurs domestiques et enflèrent leurs dépenses en général. Ils étaient maintenant, après les châtelains d'Hartfield, ceux qui menaient le plus grand train de vie. La somptueuse décoration de leur nouvelle salle à manger faisait prévoir qu'ils se préparaient à donner des dîners. Déjà plusieurs célibataires avaient été conviés. Emma ne pouvait approuver ces velléités ambitieuses. S'étendrait-elle aux premières familles du pays ? Pour sa part, elle était bien décidée à repousser toute avance et elle regrettait que les habitudes bien connues de son père n'enlevassent, le cas échéant, une grande signification à ce refus. Sans doute les Cole étaient très respectables, mais il convenait de leur montrer
qu'il ne leur appartenait pas de modifier les termes de leurs relations avec les familles occupant un rang social supérieur au leur. La leçon serait malheureusement incomplète. Elle avait peu d'espoir en la fermeté de M. Knightley, aucun en celle de M. Weston. Emma avait pris position si longtemps à l'avance que le moment venu, ses dispositions s'étaient considérablement modifiées. Elle n'était plus bien sûre, maintenant, de ne pas désirer l'invitation qu'elle redoutait un mois auparavant, mais elle n'avait pas la faculté d'option. Les Weston et M. Knightley devaient, en effet, dîner le mardi suivant chez les Cole, et ni M. Woodhouse ni sa fille n'avaient été priés. Au cours de leur promenade de la veille, Frank Churchill avait manifesté son désappointement en apprenant que Mlle Woodhouse ne serait pas au nombre des convives. Emma trouvait insuffisante l'explication donnée par Mme Weston. « Ils ne prendront sans doute pas la liberté de vous inviter, sachant que vous ne dînez jamais en ville. » Le splendide isolement auquel sa grandeur la condamnait lui pesait singulièrement. Ce fut donc sans déplaisir qu'Emma prit connaissance de la lettre de Mme Cole. Après avoir mis M. et Mme Weston au courant, elle ajouta « Naturellement, nous ne pouvons accepter. » Mais en même temps, elle s'empressa de leur demander avis. Ils furent tous deux nettement favorables à l'acceptation. Après quelques objections de pure forme, Emma ne cacha pas qu'elle était touchée des égards témoignés à son père et du tact avec lequel la demande était formulée. Ils auraient déjà sollicité l'honneur de les recevoir, mais ils avaient attendu l'arrivée d'un paravent commandé à Londres. Ils espéraient maintenant être en mesure d'éviter à M. Woodhouse toute espèce de courant d'air. Finalement, elle se rendit au moyen de concilier l'absence d'Emma avec le confort de M. Woodhouse. Il fut convenu qu'à défaut de Mme Bates, on prierait Mme Goddard de venir dîner à Hartfield ce soir-là. Emma ne désirait pas, en effet, que son père acceptât personnellement. Les heures ne pouvaient lui convenir et l'assemblée serait trop nombreuse. Il restait à lui faire envisager la possibilité de se séparer de sa fille pendant une soirée. Il s'y résigna sans trop de difficulté. « Je n'aime pas dîner en ville, dit-il, ni Emma non plus. À mon avis, il aurait beaucoup mieux valu que M. et Mme Cole fussent venus prendre le thé avec nous, un après-midi pendant la belle saison, en choisissant l'heure de la promenade. Il leur eût été facile de rentrer avant l'humidité du soir. Je ne voudrais exposer personne au brouillard d'été. Néanmoins, puisqu'ils désirent tant avoir Emma à dîner, je ne veux pas m'y opposer, à condition toutefois que le temps ne soit ni humide ni froid et que le vent ne souffle pas. » Se tournant alors vers Mme Weston avec un air de reproche, il ajouta « Ah, mademoiselle Taylor, si vous ne vous étiez pas mariée, vous m'auriez tenu compagnie ce soir-là. »« Eh bien, monsieur, dit M. Weston, puisque je suis responsable de l'enlèvement de mademoiselle Taylor, je m'efforcerai de lui trouver une remplaçante. J'irai à l'instant chez Mme Goddard si vous le désirez. » La seule idée qu'on pût tenter une démarche aussi précipitée eut pour effet d'accroître l'agitation de M. Woodhouse. Emma et Mme Weston déclinèrent aussitôt cette offre et firent des propositions plus acceptables. M. Woodhouse se remit rapidement et reprit. « Je serais heureux de voir Mme Goddard, et je ne vois pas de difficulté à ce qu'Emma écrive pour l'inviter. James pourrait porter la lettre. Mais, avant tout, ajouta-t-il en se tournant vers sa fille, il faut répondre au call. Vous transmettrez mes excuses, ma chère, avec toute la politesse voulue. Vous ferez allusion à mon état de santé qui ne me permet pas d'accepter leur aimable invitation. Naturellement, vous commencerez par présenter mes compliments. Du reste, les recommandations sont inutiles. Vous vous exprimerez, sans aucun doute, avec une correction parfaite. Il ne faut pas oublier d'avertir James. Avec lui, je n'aurai pas d'inquiétude à votre sujet, bien que nous n'ayons jamais été chez les Cole depuis l'ouverture de la nouvelle route. Il sera prudent de lui donner l'ordre de venir vous prendre de bonne heure. Je suis sûre qu'une fois le thé servi, vous serez fatigué. Pourtant, papa, vous ne voudriez pas que je m'en aille avant de me sentir lasse ? Non, certainement, ma chérie, mais vous ne tarderez pas à éprouver le désir de rentrer. L'assemblée sera nombreuse, tout le monde parlera à la fois, et vous n'aimez pas le bruit. Mais, mon cher monsieur, dit M. Weston, si Emma se retire, ce sera le signal du départ général. Je n'y vois aucun inconvénient, reprit M. Woodhouse. Le plus tôt les réunions mondaines prennent fin, c'est le mieux. Ne conviendrait-il pas de songer aussi au maître de maison, répondit M. Weston.
Partir immédiatement après le thé, ce serait leur faire un affront. Vous ne voudriez pas, monsieur, désappointer les Cole à ce point. De braves et excellentes gens qui sont vos voisins depuis 10 ans. Non, pour rien au monde, monsieur Weston, et je vous remercie de m'avoir averti. Je serais extrêmement fâché de causer le moindre chagrin aux Cole. Je les tiens en grande estime. Perry m'a dit que monsieur Cole ne prenait jamais de liqueur. Ma chère Emma, plutôt que d'offenser monsieur et madame Cole, vous pourriez peut-être vous imposer l'effort de prolonger votre veille. Du reste, vous serez entouré d'amis, et ils vous feront oublier la fatigue. Pour ma part, papa, je n'aurais aucun scrupule à rester tard, si je n'avais la préoccupation de vous savoir seul. Tant que vous aurez la compagnie de madame Goddard, je serai parfaitement tranquille sur votre compte. Vous aimez jouer au piquet l'un et l'autre, mais je crains que vous ne demeuriez en bas, après son départ, au lieu d'aller vous coucher à votre heure habituelle. Cette idée me gâterait complètement ma soirée. Promettez-moi de ne pas veiller. Il y consentit en échange d'autres promesses. Elle dut s'engager à bien se chauffer avant de monter se coucher et à manger si elle avait faim. Sa femme de chambre l'attendrait, bien entendu. Serge et le domestique auraient mission de s'assurer de la fermeture des portes et du couvre-feu général. Chapitre 26. Frank Churchill revint le soir même. Il arriva un peu en retard à dîner, mais personne n'en sut rien. Madame Weston, en effet, était trop désireuse que son beau-fils ne déméritât pas aux yeux de mademoiselle Woodhouse, pour l'exposer, sauf dans le cas de force majeure, à la moindre critique. Ses cheveux étaient coupés, et il se moqua de lui-même avec une extrême bonne grâce. Le lendemain, il vint à Hartfield. Emma l'observa et ne put distinguer en lui aucun symptôme de gêne. Il avait son entrain habituel. Elle se prit à moraliser à part soi. Je le constate avec regret, mais il est certain qu'un acte absurde, dont un être intelligent a l'impudence de revendiquer la responsabilité, perd en grande partie son caractère infamant. Le grelot de la folie, manié par des mains expertes, rend un son particulier. Dans les paroisses de Donwell et d'Highbury, l'opinion était nettement favorable au nouvel arrivant, et, le cas échéant, on eût été tout disposé à faire preuve d'indulgence pour un jeune homme si élégant qui souriait si souvent et saluait avec tant de grâce. Sourires et saluts, pourtant, n'avaient pas réussi à dissiper les préventions de M. Knightley. En apprenant la veille, au cours de sa visite à Hartfield, la fugue de Frank Churchill, il ne fit tout d'abord aucun commentaire. Il ouvrit un journal et Emma l'entendit murmurer « C'est bien le jeune fat que je m'étais imaginé. » Elle s'apprêtait à répondre, mais s'apercevant que M. Knightley n'avait apporté à cette remarque aucun esprit de provocation à son égard, elle ne le releva pas. Le mardi arriva. Emma se sentait toute disposée à passer une agréable soirée. Elle ne voulait pas se souvenir que 6 semaines auparavant, à l'époque même de la faveur de M. Elton, une des principales faiblesses qu'elle discernait en lui était précisément une fâcheuse propension à dîner chez les Cole. Le confort de M. Woodhouse était amplement assuré. Madame Bates et Madame Goddard étaient toutes deux à leur poste. Le dernier soin d'Emma avant de quitter la maison fut d'entrer au salon pour présenter ses respects aux amis de son père. Elle finissait de dîner. M. Woodhouse contempla affectueusement sa fille et la complimenta sur sa jolie toilette. Pendant ce temps, celle-ci s'efforça, en servant aux dames de grands morceaux de gâteau, d'apporter une compensation aux privations qu'elle supposait leur avoir été imposées, au nom de l'hygiène, pendant le repas. En même temps que celle d'Emma, une autre voiture s'arrêta devant la porte de M. Cole. Elle fut agréablement surprise en reconnaissant le coupé de Knightley. Ce dernier n'avait pas de chevaux à lui et faisait rarement atteler. Il se plaisait à affirmer son caractère indépendant et venait la plupart du temps à pied chez ses amis. Selon l'estimation d'Emma, cette manière d'agir ne convenait en aucune façon au propriétaire de Donwell Abbey. Aussi, quand M. Knightley s'approcha pour l'aider à descendre, s'empressa-t-elle de lui faire part de son approbation. « Voilà l'équipage dans lequel il sied à un homme, comme il faut, de se rendre en soirée. Je vous fais mes compliments. » Il la remercia et ajouta « Comme c'est heureux que nous soyons arrivés au même moment. Si nous étions, de prime abord, rencontrés dans le salon, vous n'auriez sans doute pas remarqué que j'avais l'air particulièrement distingué, ni deviné comment j'étais venu. »
Vous vous trompez, je m'en serais certainement aperçu. Lorsque vous avez conscience d'avoir employé un moyen de locomotion non conforme à votre rang, vous affectez un air de bravade et d'indifférence. Aujourd'hui, au contraire, vous n'avez aucun effort à faire. Vous ne craignez pas que l'on suppose que vous avez honte. Vous n'avez pas besoin de redresser votre taille. Je serai fière d'entrer avec vous dans le salon. Vous êtes absurde, fut la réponse, faite sans mauvaise humeur. Emma fut reçue par les Cole avec une respectueuse cordialité, et on lui donna toute l'importance désirable. Madame Weston l'accueillit de son regard le plus tendre. Frank Churchill s'approcha avec un empressement significatif. À dîner, il était assis auprès d'elle, et Emma soupçonna que les places n'avaient pas été assignées sans préméditation. L'assemblée comprenait, en outre, une famille des environs moins immédiats, très bien placée socialement, et M. Cox, l'homme d'affaires d'Highbury, accompagné de son fils. Les dames Cox, Mademoiselle Fairfax, Mademoiselle Bates et Mademoiselle Smith devaient venir après dîner. Vu le nombre des convives, une conversation générale n'était pas possible. Aussi, pendant que l'on causait politique et que l'on discutait les projets de M. Elton, Emma put-elle sans inconvénient se consacrer à son voisin. À un moment, pourtant, elle entendit prononcer le nom de Mademoiselle Fairfax, et elle prêta l'oreille. Madame Cole racontait un fait qui paraissait exciter un vif intérêt. « J'ai été aujourd'hui, disait-elle, faire une visite à Mademoiselle Bates, et, en entrant dans le salon, mon attention fut immédiatement attirée par l'adjonction au mobilier d'un piano, un magnifique demi-queue. Je me suis empressée de complimenter Mademoiselle Bates. Celle-ci me donna aussitôt toutes les explications possibles. Le piano était arrivé la veille de chez Broadwood. Personne ne s'y attendait. Jane elle-même n'y comprenait rien. Elles sont maintenant persuadées que c'est un cadeau du colonel Campbell. Pour ma part, je n'ai aucun doute touchant la provenance de ce piano, et leur hésitation m'a surprise. Mais Jane avait, paraît-il, reçu une lettre des Campbell tout dernièrement, ne faisant aucune allusion de ce genre. Sans doute, elle est à même de connaître leur manière d'agir. Pourtant, il me semble que leur silence peut s'expliquer par le désir de lui faire une surprise. Tout le monde fut de l'avis de Madame Cole, et chacun exprima sa satisfaction d'un présent si approprié. « Il y a longtemps qu'une nouvelle ne m'a fait autant de plaisir, » continua Madame Cole. « Une musicienne comme Jane Fairfax, n'avoir pas un piano à elle, c'était une vraie pitié. Surtout si l'on pense au nombre de maisons où l'on voit de beaux instruments absolument inutiles. Nous sommes dans ce cas, et je disais hier à M. Cole, je suis honteuse de regarder notre nouveau piano à queue en pensant à la pauvre Jane Fairfax, qui n'a même pas à sa disposition une vieille épinette. M. Cole était tout à fait de mon avis, mais il aime beaucoup la musique, et il n'a pas résisté à faire cet achat. Peut-être nos bons voisins seront-ils assez aimables pour réhabiliter de temps en temps notre piano. C'est notre seule excuse. Mademoiselle Woodhouse ne nous refusera pas, je suis sûre, de l'essayer ce soir. Emma acquiesça, comme il convenait, et, le sujet étant épuisé, elle se tourna vers Frank Churchill. « Pourquoi souriez-vous » dit-elle. « Permettez-moi de vous rétorquer la question. »« Moi ? C'est sans doute de plaisir en apprenant que le colonel Campbell est si riche et si généreux. Voici un magnifique cadeau. »« Oui, vraiment. » « Je me demande pourquoi il n'a pas été offert plus tôt. » Peut-être Mademoiselle Fairfax n'a-t-elle jamais séjourné aussi longtemps à Highbury. Il aurait été si simple de mettre à sa disposition leur propre piano. Il doit être maintenant enfermé à Londres et ne sert à personne. C'est un piano à queue, et le colonel a sans doute estimé que ce serait trop encombrant pour la maison de Madame Bates. Malgré votre attitude diplomatique, je devine que vous partagez mon scepticisme. En vérité, vous exagérez ma perspicacité. Je souris en vous voyant sourire, et j'endosserai probablement vos soupçons. Mais pour le moment, dans ma simplicité d'esprit, je m'en tiens au colonel Campbell. Que direz-vous de Madame Dixon ? Madame Dixon ? Je n'y avais pas pensé. Elle savait certainement combien un piano serait le bienvenu. En y réfléchissant, le mode d'envoi, le mystère, indiquent plutôt le plan d'une jeune femme que celui d'un homme d'âge. Je vous l'ai dit, vous éclairez la route et je vous suis. Dans ce cas, il vous faudra aller jusqu'à M. Dixon.
Monsieur Dixon. Parfait. Ce doit être, je m'en rends compte maintenant, un présent de monsieur et madame Dixon. Nous parlions précisément l'autre jour de l'admiration du mari pour le talent de mademoiselle Fairfax. Oui, et ce que vous m'avez dit à ce sujet m'a confirmé dans mon idée. Je ne doute pas de leurs bonnes intentions, mais deux suppositions s'imposent. Ou bien M. Dixon, après avoir fait sa demande à mademoiselle Campbell, est tombé amoureux de l'ami de sa fiancée, ou bien mademoiselle Fairfax n'a pas su cacher au fiancé de son ami l'attachement qu'il lui avait inspiré. Il doit y avoir eu une raison grave pour déterminer mademoiselle Fairfax à venir à Highbury au lieu d'accompagner les Campbell en Irlande. Ici, elle mène une vie de recluse. Là, les plaisirs se seraient succédé. Quant à la préférence donnée à l'air natal, je ne puis y ajouter foi. Si nous étions en été, ce prétexte aurait pu à la rigueur paraître plausible, mais quel bénéfice peut-elle tirer d'un séjour à Highbury pendant les mois de janvier, février et mars? De bons feux et une voiture seraient beaucoup plus indiqués pour une santé délicate. Je ne vous demande pas d'adopter tous mes soupçons, mais je vous les fais honnêtement connaître. Et sur ma parole, ils ont un grand air de vérité. Je me porte garant de la prédilection de M. Dixon pour le talent de mademoiselle Fairfax. De plus, il lui a sauvé la vie au cours d'une promenade sur l'eau. Elle allait, paraît-il, passer par-dessus bord quand il la retint. C'est exact. J'étais là. Vous avez assisté à la scène? Comment ne vous a-t-elle pas suggéré l'idée que je viens d'émettre? Je n'ai vu que le fait lui-même. Ce fut du reste l'affaire d'un moment. Après coup, l'alarme fut trop grande et trop générale pour permettre d'observer des symptômes de troubles particuliers chez l'un de nous. Soyez sûr que d'ici peu nous serons fixés sur la provenance de ce piano par une lettre de monsieur et de madame Dixon. Et si les Dixon en désavouent absolument la paternité, il nous faudra revenir aux Campbell? Non, il faut écarter les Campbell. Mademoiselle Fairfax aurait dès le début pensé à cette attribution si elle l'avait cru possible. Peut-être ne vous ai-je pas persuadé, mais à mon avis, M. Dixon est le deus ex machina de cette affaire. Cette supposition me fait injure. Votre raisonnement m'entraîne à sa suite. Au début, tant que vous avez considéré le colonel Campbell comme le donateur probable, je voyais dans cet envoi la preuve d'une affection paternelle. Quand vous avez fait allusion à madame Dixon, cette hypothèse m'a immédiatement séduit. La main d'une femme avait dû, en effet, préparer une si délicate attention, et maintenant vous m'avez amené à envisager ce don sous un jour tout nouveau. C'est un hommage de l'amour. Le triomphe d'Emma était complet, et elle n'insista pas. Ils furent du reste contraints de se mêler à la conversation générale, le diapason de l'animation des autres convives s'étant trouvé soudain abaissé par suite d'une interruption un peu longue du service. Quelques remarques spirituelles furent échangées, quelques sottises débitées, mais, dans l'ensemble, on s'en tint au niveau des propos quotidiens. Redites, vieilles nouvelles et grosses plaisanteries. Les dames n'étaient pas depuis longtemps au salon lorsque les autres invitées arrivèrent les unes après les autres. Emma guetta l'arrivée de sa petite amie. Les larmes n'avaient laissé aucune trace sur le joli visage d'Henriette. Celle-ci était toute disposée à jouir de l'heure présente, sans arrière-pensée. Jane Fairfax, à son tour, fit son entrée. Elle avait indiscutablement grand air, et semblait d'une essence supérieure. Mais Emma ne doutait pas que la jeune fille n'eût volontiers pris pour elle les peines et les déboires d'Henriette, en échange du dangereux plaisir de se savoir aimée par le mari de son amie. Emma se sentait trop au courant du secret pour simuler la curiosité ou l'intérêt. En conséquence, elle se tint à distance. Mais le sujet fut aussitôt abordé par les autres. Jane Fairfax ne put dissimuler sa confusion, et ce fut en rougissant qu'elle accueillit les félicitations et qu'elle fit allusion à « mon excellent ami le colonel Campbell ». Madame Weston, en sa qualité de musicienne, prenait un intérêt particulier à l'événement. Elle continuait de la meilleure foi du monde à parler touches, sons, pédales. Pendant ce temps, Emma observait Jane Fairfax, et elle lisait sur le visage de la charmante héroïne le désir évident de mettre fin à un entretien gênant. Frank Churchill ne tarda pas à rejoindre les dames au salon. Après avoir présenté ses compliments à mademoiselle Bates et à mademoiselle Fairfax,
il se dirigea directement vers le côté opposé du cercle et attendit pour s'asseoir de trouver une place auprès de mademoiselle Woodhouse, marquant ainsi clairement sa préférence. Emma le présenta à son amie, mademoiselle Smith, et au moment opportun, elle devint tour à tour leur confidente. Il n'avait jamais vu une si ravissante figure et était charmé de la naïveté de la jeune fille. Et, de son côté, Henriette déclara: « C'était, sans aucun doute, lui faire un trop grand compliment, mais M. Frank Churchill lui rappelait un peu M. Elton. » Emma retint son indignation et se détourna en silence. Elle donna toute son attention au jeune homme. Il avait attendu avec impatience, lui dit-il, le moment de quitter la salle à manger. Son père, M. Knightley, M. Cox et M. Cole étaient actuellement occupés des affaires de la paroisse. En sa présence, pourtant, la conversation s'était maintenue fort agréable, tout à fait digne d'hommes distingués et intelligents. Emma le questionna sur la société du Yorkshire, les ressources et la composition du voisinage. Il lui donna toutes les informations y afférentes. Les réceptions à Enscombe étaient rares. Les visites échangées se limitaient à une classe de grandes familles habitant à d'assez grandes distances. Du reste, alors même que les invitations étaient faites et les jours fixés, Madame Churchill ne se trouvait généralement pas dans un état de santé ou dans une disposition d'esprit qui lui permît de mettre ses projets à exécution. Son oncle et sa tante ne faisaient par principe aucune nouvelle connaissance. Il avait ses relations particulières, mais ce n'était pas sans difficulté et sans déployer beaucoup d'adresse qu'il pouvait parfois s'échapper ou obtenir l'autorisation de faire une invitation pour une nuit. L'influence de Frank Churchill à Enscombe était évidemment considérable. Il ne s'en vantait pas, mais il était facile de deviner qu'il devait avoir réussi à persuader sa tante où son oncle avait échoué. Elle le lui fit observer, et il avoua qu'en effet, sauf sur une ou deux questions, il était à même avec le temps d'arriver à ses fins. Il mentionna ensuite un des points faibles de sa tyrannie. « J'ai fait l'année dernière tous mes efforts pour obtenir l'autorisation de voyager à l'étranger, mais ma tante est restée inflexible. Maintenant, je n'éprouve plus ce désir. » Emma pensa que le second point, où il ne lui était pas possible de faire prévaloir sa volonté, devait concerner ses rapports avec son père, mais il n'y fit pas allusion. « J'ai fait une triste découverte, dit-il, après une pause. Je suis ici depuis une semaine. C'est la moitié de mon séjour. Jamais le temps ne m'a semblé fuir plus vite. J'ai horreur d'y penser. »« Peut-être regrettez-vous maintenant, reprit Emma malicieusement, d'avoir consacré une journée entière aux soins de votre chevelure ? » ?»« Non, reprit-il en riant, je n'éprouve pas de remords à ce sujet. Je ne trouve en effet aucun plaisir à la compagnie de mes amis si je ne me sens pas à mon avantage. » Tous les hommes étaient maintenant de retour au salon, et Emma se trouva obligée de prêter l'oreille aux propos de M. Cole. Au bout de 5 minutes, ce dernier s'éloigna, et elle put de nouveau se consacrer à son voisin. Elle se retourna et surprit Frank Churchill en train de contempler mademoiselle Fairfax, qui était assise juste en face. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» dit-elle. Il sursauta. « Merci de m'avoir réveillé, reprit-il. Je crains d'avoir été très malhonnête. Mais vraiment, mademoiselle Fairfax est coiffée d'une façon si bizarre que je n'ai pu m'empêcher de la regarder. Je n'ai jamais vu quelque chose de si outré. Ces boucles, ce doit être une idée à elle. Je ne vois pas d'autre coiffure de ce genre. Il faut que j'aille lui demander si c'est une mode irlandaise. Oui, j'y vais, et vous pourrez constater comment elle prend l'allusion. » Au même instant, il s'éloigna, et Emma le vit bien s'approcher de mademoiselle Fairfax et lui parler. Mais elle ne put pas distinguer l'effet produit sur la jeune fille, car il avait eu la précaution de se placer exactement devant cette dernière. Sans laisser à son beau-fils le temps de reprendre la place qu'il venait d'abandonner, madame Weston vint s'asseoir à côté d'Emma. « Voici l'agrément d'une nombreuse réunion, dit-elle. On peut retrouver ses amis et parler en toute liberté. Ma chère Emma, je brûle de vous entretenir. Je viens d'échafauder des plans d'après vos leçons, et je veux vous en faire part dans toute leur fraîcheur. Savez-vous comment mademoiselle Bates et sa nièce se sont rendues ici ? À pied, évidemment. De quelle autre façon pouvaient-elles venir ? Vous semblez avoir raison. Eh bien, il y a quelques instants,
Je pensais combien il était triste que Jane Fairfax fût obligée de marcher à cette heure de la nuit et par ce froid. Elle était en transpiration et en conséquence d'autant plus exposée à attraper un rhume. Pauvre fille! Je ne pus supporter cette idée. Je fis signe à M. Weston dès sa rentrée dans le salon et lui parlai de la voiture. Vous pouvez deviner avec quel empressement il accéda à mon désir. Forte de l'approbation conjugale, je me dirigeai immédiatement vers mademoiselle Bates pour lui dire que notre voiture serait à sa disposition pour rentrer. Inutile, n'est-ce pas, de répéter les expressions de sa reconnaissance attendrie, mais avec 1000 et 1000 remerciements, elle ajouta « Il n'est pas nécessaire de vous déranger, car la voiture de M. Knightley nous a amenés et doit nous reconduire à la maison. » Je fus tout à fait surprise, très contente bien entendu, mais vraiment surprise. Une attention si délicate, précisément le genre de service dont si peu d'hommes auraient eu l'idée. Voici ma conclusion. En me basant sur ma connaissance des habitudes de M. Knightley, j'imagine que la voiture fut attelée pour leur commodité. Rien de plus probable, dit Emma. Je ne connais pas d'homme, je ne dirais pas plus galant, mais plus humain. Étant donné l'état de santé de Jane Fairfax, il aura jugé que l'humanité commandait cette intervention. Nous sommes arrivés ensemble, mais il n'a fait aucune allusion qui pût le trahir. Pour ma part, dit madame Weston, je n'attribue pas sa conduite à des motifs aussi désintéressés. En écoutant mademoiselle Bates, un soupçon m'est entré dans la tête, et je n'ai pu m'en débarrasser. Plus j'y pense, et plus cette hypothèse me paraît plausible. Pour ne rien vous céler, j'ai imaginé un mariage entre M. Knightley et mademoiselle Fairfax. Me voici marchant sur vos brisées. Qu'en dites-vous? M. Knightley et Jane Fairfax? S'écria Emma. Chère madame Weston, comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? M. Knightley ne doit pas se marier. Vous ne voudriez pas que le petit Henry fût dépouillé de Donwell? Ma chère Emma, je souhaite vivement qu'aucun tort ne soit causé au cher petit Henry. Mais l'idée de ce mariage m'a été suggérée par les circonstances, et si M. Knightley désire vraiment se marier, vous ne pouvez pas espérer que l'existence d'un petit garçon de 6 ans puisse constituer un obstacle. Votre interprétation des faits me paraît erronée. Il faudrait de meilleures raisons pour me convaincre. Sa bonté naturelle, la considération qu'il a toujours témoignée à madame et à mademoiselle Bates, personnellement, suffisent à expliquer l'offre de la voiture. Ma chère madame Weston, ne vous occupez plus de mariage. Vous ne réussissez pas. Jane Fairfax, maîtresse à l'abbaye. J'espère pour lui qu'il ne fera jamais une pareille folie. Imprudence, si vous le voulez, mais pas folie. Excepté l'inégalité de fortune et une certaine disparité d'âge, je ne vois rien de particulièrement choquant. Mais M. Knightley ne désire pas se marier. Je suis sûre qu'il n'en a pas l'idée. Ne la lui mettez pas en tête. Pourquoi se marierait-il? N'est-il pas heureux? Il a sa ferme, ses troupeaux, sa bibliothèque, il s'occupe des affaires de la paroisse. D'autre part, il ressent beaucoup d'affection pour les enfants de son frère. Il n'a aucune raison de se marier. Son temps est pris et son cœur n'est pas sevré de tendresse. Ma chère Emma, il se peut qu'il en soit ainsi, mais s'il aime mademoiselle Fairfax... Quelle idée! Jane Fairfax lui est indifférente, du moins au point de vue de l'amour. Il ferait à elle ou à sa famille tout le bien possible, mais... Eh bien, répondit madame Weston en riant, c'est dans cette intention, sans doute, qu'il songe à lui procurer un foyer aussi respectable. Je vois clairement les avantages du côté de Jane Fairfax, mais ce serait un grand malheur pour lui. Comment pourrait-il supporter d'avoir mademoiselle Bates comme alliée? Il lui faudrait s'entendre sans cesse remercier de la grande bonté qu'il aurait eue d'épouser Jane. Si bon et si obligeant, mais il avait toujours été un voisin si parfait. Et ensuite, à la moitié d'une phrase, elle sauterait à un jupon de sa mère. Ce n'était pas un très vieux jupon, il durerait encore longtemps, et elle avait la satisfaction de pouvoir dire que leur jupon était très solide. Vous n'avez pas honte, Emma, de l'imiter ainsi? Vous me faites rire malgré moi. Mais, à mon avis, M. Knightley ne serait guère incommodé par le bavardage de mademoiselle Bates. Les petites choses ne l'irritent pas. Il la laisserait parler.
Et s'il avait quelque chose à dire lui-même, il élèverait simplement la voix et il couvrirait celle de la bonne demoiselle. Du reste, la question n'est pas de savoir si cette alliance serait avantageuse pour lui, mais seulement s'il la désire. Et je crois que c'est le cas. Je l'ai entendu faire l'éloge de Jane Fairfax à maintes reprises. Son anxiété concernant la santé et l'avenir de la jeune fille indique clairement tout l'intérêt qu'il lui porte. C'est un grand admirateur du talent de mademoiselle Fairfax. Il m'a souvent dit qu'il ne se lasserait jamais de l'entendre chanter. Oh, j'allais oublier une autre idée. Le piano anonyme, bénévolement attribué au Campbell, ne peut-il pas être un cadeau de Knightley? Je ne puis m'empêcher de le soupçonner. Monsieur Knightley ne fait rien mystérieusement. Je l'ai entendu plusieurs fois exprimer son regret que Jane n'eût pas un piano. C'est possible, mais s'il avait eu l'intention de lui faire ce cadeau, il le lui aurait dit. Il peut avoir eu des scrupules de délicatesse. Il me semble me rappeler qu'il s'est montré particulièrement silencieux et réservé pendant le récit de madame Cole. Vous vous emparez d'une idée, ma chère madame Weston, et vous vous échappez avec, comme vous me l'avez bien souvent reproché. Je ne distingue aucun signe d'attachement. Je ne crois pas au cadeau, et l'évidence seule pourra me faire admettre que M. Knightley ait l'intention d'épouser Jane Fairfax. Peu à peu, Emma gagnait du terrain. Madame Weston avait l'habitude de céder dans leurs discussions. À ce moment, il se fit dans le salon un léger brouhaha. On venait, en effet, d'enlever la table à thé et on préparait le piano. M. Cole s'approcha pour prier mademoiselle Woodhouse de leur faire l'honneur d'essayer le nouvel instrument. Frank Churchill, dont on ne s'était plus occupé pendant sa conversation animée avec madame Weston, et qui avait pris une chaise auprès de mademoiselle Fairfax, s'approcha à son tour et joignit ses instances à celles de M. Cole. Comme à tous les points de vue, Emma préférait commencer, elle accepta sans difficulté. Elle connaissait trop bien elle-même les limites de son talent pour tenter plus qu'elle ne pouvait accomplir avec succès. Elle ne manquait pas de goût dans l'exécution des petits morceaux généralement appréciés, et elle s'accompagnait bien. Frank Churchill lui fit la surprise de chanter un duo avec elle. Il s'excusa en terminant et reçut les compliments d'usage. Emma insista ensuite pour céder la place à mademoiselle Fairfax, et elle s'assit non loin du piano. Frank Churchill donna également son concours à cette partie du concert. M. Knightley se tenait au premier rang des auditeurs. Emma l'aperçut, et dès lors ne prêta plus qu'une oreille distraite à la musique et au chant. Elle se prit à réfléchir aux confidences de son amie. Ses objections au mariage de M. Knightley ne diminuaient pas. Elle en voyait tous les inconvénients. Ce serait un grand désappointement pour M. John Knightley, et par conséquent pour Isabelle, un véritable préjudice pour les enfants, un changement des plus pénibles et une perte matérielle pour tous, un grand vide pour M. Woodhouse. Quant à elle-même, elle ne pouvait pas supporter l'idée d'une madame Knightley à laquelle tout le monde devrait céder le pas. À ce moment, M. Knightley se retourna et vint s'asseoir auprès d'elle. Ils parlèrent d'abord des qualités du jeu de mademoiselle Fairfax. L'admiration de son interlocuteur était certainement très vive, mais sans les remarques de madame Weston, Emma n'en eût sans doute pas été frappée. Néanmoins, en guise de pierre de touche, elle fit allusion à la bonté dont il avait fait preuve à l'égard de mademoiselle Bates et de mademoiselle Fairfax. « Je regrette souvent, dit-elle, de ne pas oser offrir notre voiture dans ces circonstances. Ce n'est pas que je n'en ai pas le désir. Mais vous savez combien mon père verrait de difficultés à faire atteler pour cette raison. »« Il ne peut en être question, » reprit-il en souriant. Il parut tout à fait satisfait de cette bonne volonté. Aussi Emma continua-t-elle. « Ce présent des Campbell est vraiment offert avec beaucoup de cœur. »« Oui, » répondit-il sans le moindre embarras, « mais pourquoi ne pas lui en avoir donné avis? Les surprises ne signifient rien. Le plaisir n'est pas augmenté et ces cachotteries ont de nombreux inconvénients. J'aurais cru que le colonel Campbell eût fait preuve d'un meilleur jugement. » Depuis ce moment, Emma demeura persuadée que M. Knightley n'était pour rien dans l'envoi du piano. Mais il lui manquait encore quelques données pour être fixée sur les sentiments intimes de son interlocuteur. À la fin du second morceau, la voix de mademoiselle Fairfax faiblit. On la pressait pourtant de continuer. Frank Churchill intervint pour dire
Je crois que vous pourriez chanter ce morceau sans grande fatigue. La première partie est insignifiante. Tout porte sur la seconde. M. Knightley se fâcha. Ce jeune homme, dit-il avec indignation, ne pense qu'à mettre sa voix en évidence. Mademoiselle Fairfax a chanté suffisamment pour ce soir. Et, touchant mademoiselle Bates, « Êtes-vous folle de laisser votre nièce se fatiguer de la sorte ? Allez et intervenez. Ils n'ont pas pitié d'elle. » Mademoiselle Bates, dans sa réelle amitié pour Jane, prit à peine le temps d'exprimer sa reconnaissance. Elle s'avança et mit un terme à l'audition. Au bout de 5 minutes, on proposa de danser, et M. et Mme Cole se hâtèrent de faire dégager la pièce. Mme Weston, incomparable pour la musique de danse, entama une valse irrésistible. Frank Churchill, s'approchant d'Emma le plus galamment du monde, l'invita et la conduisit au milieu du salon. Emma trouva le temps, en dépit des compliments que son partenaire lui débitait sur la manière dont elle avait chanté, d'observer Knightley. Ce dernier ne dansait pas en général et, s'il invitait Jane Fairfax, cette avance aurait une véritable signification. Pour le moment, M. Knightley parlait à Mme Cole et ne paraissait prendre aucun intérêt à ce qui se passait autour de lui. Jane fut invitée sans qu'il y prêtât attention. Emma interpréta cette abstention comme un présage favorable et se sentit rassurée sur l'avenir du petit Henri. Elle avait un cavalier digne d'elle et s'élança sans arrière-pensée. On était parvenu à rassembler 5 couples, nombre respectable étant donné le caractère impromptu de la sauterie. Il fallut malheureusement s'arrêter au bout de 2 danses. Il se faisait tard et mademoiselle Bates commença à être inquiète de sa mère. Après quelques essais infructueux pour prolonger la soirée, on dut se résigner à clore la fête. « C'est mieux ainsi, » dit Frank Churchill en mettant Emma en voiture. « J'aurais été obligé d'inviter mademoiselle Fairfax, et sa danse languissante m'eût paru bien fade après la vôtre. »